Merci à Amélie, et à Naomi et à toute l'équipe qui ont travaillé à produire cette publication de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci à tous ceux qui ont contribué aussi extérieurs à l'Institut pour avoir une publication qui, je pense, apportera des éléments structurants dans le cadre de la question que l'on se pose autour de la gestion du bois, des forêts et de tout ce qui est lié à ces espaces particuliers. L'Institut national de l'économie circulaire, en deux mots, a été fondé en 2013. Aujourd'hui, structure de référence avec tout à la fois des entreprises, des collectivités, des services publics de l'État qui y participent, des ONG, des écoles, pour secteur par secteur, poser calmement, si je puis dire ça comme ça, poser des bases de la démarche d'économie circulaire que nous pourrions et que nous devons mettre en œuvre pour créer du débat, parce que l'économie circulaire, elle semble facile au comptoir du bar, permettez-moi, par rapport à la forêt, justement, où on a des facilités d'idées de ce qu'il faudrait en faire, mais elle est complexe comme un espace forestier est complexe. Et donc, c'est le sens de cette publication. Les écosystèmes forestiers, aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de ces objectifs, les objectifs tout à la fois climatiques, de biodiversité, de résilience. Après une pandémie, au moment où on se pose des questions sur la résilience de l'Europe d'un point de vue, évidemment, je pense à la guerre en Ukraine, d'un point de vue militaire et de souveraineté nationale ou européenne, pour être plus clair, mais aussi de résilience en termes de développement économique. On voit combien la mondialisation a fait que nous sommes liés à d'autres continents. Et donc, tous ces objectifs, les écosystèmes forestiers, eh bien, ils participent pleinement en constituant à la fois, je vais rester sur le climat, un puits de carbone et une réserve de matériaux et de ressources renouvelables, donc, qui est ici sur notre sol et qui n'est pas lié à des enjeux hors de notre continent. Et évidemment, on contribue ainsi, et je resterai sur la question climatique, à la décarbonation de notre économie. Un seul chiffre à retenir dans cette partie-là, c'est 130 millions de tonnes de CO2 équivalent par an stockées par la forêt bois, c'est-à-dire un quart des émissions annuelles françaises. Nous avons cette force particulière qui est propre à la France et sur laquelle nous avons décidé de travailler. L'actualité, les récentes politiques publiques et stratégies qui ont été mises en œuvre ces dernières années ont mis en avant l'importance de la filière dans cette stratégie de décarbonation, puisque c'est un objectif global, vous le savez, en fixant des objectifs ambitieux et en prenant des mesures de soutien au développement et au renforcement de la filière, tant à l'amont qu'à l'aval, si on veut conforter, renforcer et exploiter au mieux cette filière forêt-bois. À l'échelle européenne, la stratégie pour les forêts à l'horizon 2030, qui a été publiée il y a moins d'un an, en juillet 2021, est venue poser un cadre en réaffirmant l'objectif de multifonctionnalité des forêts. Donc, on vient de parler effectivement de sa capacité de stocker, mais c'est aussi des objectifs écologiques. On pourrait aborder nombre de points, notamment la partie biodiversité, mais ce sont aussi des objectifs sociaux, la place et le rôle d'une forêt, de ce qu'elle apporte à l'ensemble de nos concitoyens et même à l'équilibre d'un territoire. Et évidemment, ce sont des objectifs économiques sur lesquels il faut savoir les aborder au mieux. Elle a également, cette stratégie européenne, abordé et mis l'accent sur les enjeux de biodiversité, de préservation et de restauration de ces espaces. Elle a fléché que la décarbonation de l'économie ne peut pas se faire en exploitant une forêt au détriment de la biodiversité et de la restauration des espaces. Donc, il y a une dimension notable qui est clairement affichée par la Commission européenne. Oui, il y a une exploitation des écosystèmes forestiers pour avoir une stratégie de décarbonation, mais attention, ce n'est pas supérieur
à d'autres enjeux, notamment celui de la biodiversité. À l'échelle nationale, les pouvoirs publics ont pris plusieurs engagements vis-à-vis de la forêt-bois, et j'en citerai quelques-uns. Le premier engagement, renforcer le rôle des forêts en tant qu'écosystème dans la captation, la séquestration du carbone. En effet, l'impact du changement climatique sur la santé des massifs forestiers, on pourrait parler de la crise des scolytes, le dépérissement de certains grands massifs, les risques des méga-feux, invite les pouvoirs publics à s'interroger sur les modèles de gestion sylvicole et les orientations à prendre afin d'assurer la résilience des forêts. Les modèles de gestion sylvicole doivent donc concilier cette résilience des écosystèmes forestiers et d'une exploitation forestière pour alimenter la filière bois. Nous avons la chance, c'est le propre d'une ressource renouvelable, c'est qu'elle est à disposition pour que nous la prenions et que nous la remettions dans le système économique, et je devrais même dire dans le système socio-économique. Cette question de l'alimentation de la filière bois à partir des écosystèmes forestiers a donné lieu à d'importants débats et a fortement mobilisé les citoyens, d'où on prend ou on conforte la conscience que les Français, que nos concitoyens ont de la forêt. La prise de participation de ces citoyens, c'est notamment traduite à travers la loi climat et résilience, et nous avons adopté de nouvelles dispositions dans le code forestier venant réaffirmer les enjeux de biodiversité, de valorisation des essences comme les essences feuillues, de soutien à la transformation du bois sur le territoire dans une logique de proximité des approvisionnements. Ça, c'est un autre des enjeux. Je ne l'aborde pas moi dans ma présentation, mais on l'aborde clairement évidemment dans notre dossier. C'est le bois, c'est une ressource de proximité. Aujourd'hui, nous avons des logiques qui sont à l'antithèse de cette approche qui est de bon sens et qui est absolument nécessaire dans une résilience que nous voulons. Deuxième engagement que nous avons pris, c'est développer davantage la filière bois afin de substituer le bois aux matériaux et énergies fossiles et ainsi atteindre les objectifs de neutralité carbone. L'organisation des Assises de la forêt et du bois, qui se sont tenues il y a quelques mois à peine, en octobre, réunissait professionnels de la filière, organisations, associations citoyennes et sont venus préciser ces engagements. Vous les retrouverez dans nos travaux et dans les présentations qui vont suivre mon introduction. Alors, des filières prioritaires ont été fléchées. 2 filières font la cible par les pouvoirs publics français pour mettre en œuvre cette stratégie. La construction bois, il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet, avec l'évolution du cadre réglementaire favorable au développement de cette filière, la RE 2020, qui vise à promouvoir l'usage de matériaux biosourcés, géosourcés dans les constructions neuves pour faire baisser la charge carbone dans une construction neuve. Et le plan relance soutient la compétitivité des industries de transformation du bois sur le territoire parce que il y a les objectifs choisis par le politique, la RE 2020 notamment, en la matière, des objectifs extrêmement ambitieux, mais nous n'avons plus l'industrie à la hauteur, l'industrie de transformation du bois à la hauteur de cet enjeu. Et donc, le plan de relance est venu soutenir la compétitivité des industries de transformation du bois sur tout le territoire parce que nous avons un retard et parce que la demande, elle augmente. Et c'est une demande à un matériau bois à haute valeur ajoutée, ce sur quoi nous n'étions pas ou plus structurés en France à date. Donc, c'est un des grands enjeux. D'autre part, le deuxième objectif, c'est le bois énergie. Le bois énergie, il existe très largement. C'est la bûche informelle de réseaux de proximité, je dirais d'amitié, qu'utilisent les citoyens. Et c'est aussi toutes les autres formes de bois énergie, des systèmes autour des plaquettes, autour des pellets, etc. Le bois énergie est maintenant largement soutenu, plébiscité comme une énergie renouvelable sur tout le territoire. C'est la chance de la France. Elle peut avoir cette résilience et ainsi le bois énergie peut permettre d'atteindre l'objectif de 32% d'énergie renouvelable qui est fixé par la loi de 2015 LTECV, la loi de transition énergétique pour une croissance verte, 32% à 2030. On regarde des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, qui a été publiée en 2020. La filière bois énergie occupera 70% de ces objectifs en matière de développement de chaleur renouvelable. Donc on voit
que ça a une place notable, notamment sur la chaleur renouvelable. On pourrait, et ça sera présenté tout à la fois dans le dossier et dans les débats suivants, aborder d'autres enjeux du bois énergie. Alors pourquoi appliquer l'économie circulaire à la filière? Je pense que ceux qui sont ce matin présents à cette conférence en ont conscience, mais il faut le rappeler. La facilité voudrait qu'on ne tienne pas compte de déséquilibres, que le bois, parce qu'il est renouvelable, il puisse être prélevé. La facilité voudrait aussi que le bois prélevé aille directement sur une valorisation que je dirais secondaire. Or, une approche d'économie circulaire, c'est une approche qui est centrée sur la ressource pour créer de la performance, de l'efficience dans l'usage de la ressource. J'irais avoir l'amour de la ressource pour en tirer le meilleur, pour en tirer le mieux de ce que cela peut rendre comme service aux citoyens, à la collectivité. Et afin de limiter cette pression sur la ressource qui pourrait, et on voit des projets de centrales biomasse pharaoniques, celle de Gardanne que je connais bien dans ma circonscription, c'est 800 000 tonnes de bois, c'est-à-dire ce que l'on prélève à 400 km à la ronde pour transformer en électricité avec un rendement de 35%. Donc, avec un prix d'achat très élevé du bois, parce qu'il y a un financement public. Et donc, on a un risque, c'est que le bois, qui pourrait donner des produits, des matériaux à haute valeur, risque de se transformer en plaquettes pour juste faire de l'énergie avec un rendement à 35%. Donc, cette pression sur la ressource, nous devons trouver, par une approche d'économie circulaire, en exigeant que chaque fois qu'une ressource est extraite, nous la regardions pour ce qu'elle peut apporter de mieux et non pas pour ce qu'elle peut, d'un point de vue collectif et notamment socio-économique, et non pas pour ce qu'elle peut apporter dans l'immédiateté. Et donc, c'est l'approche d'économie circulaire pour limiter la pression sur la ressource, optimiser le stockage carbone, puisque avec un rendement énergétique à 35% sur une centrale biomasse, eh bien, en vérité, on génère plus de carbone que ce qui a été stocké à l'origine et de ce qui sera restocké. Donc, il faut limiter la pression sur la ressource, optimiser le stockage de carbone au sein de la filière bois. Il faut des leviers tels que l'innovation, l'éco-conception, le réemploi, la valorisation de matières, avant tout, qui doivent être mobilisés dans une hiérarchie d'usage afin d'allonger la durée de vie des produits de bois, de les exploiter au plus de la valeur, des valeurs, je devrais dire, économiques, sociales et même en termes de captation, de stockage de CO2, au plus de ce qu'elles peuvent apporter en termes d'usage. Nous devons y réfléchir et transformer ces produits une fois en fin de vie, seulement en matières premières secondaires, voire en énergie. L'économie circulaire répond également aux enjeux économiques de la filière bois en prenant l'importance de l'ancrage local de la filière. C'est l'autre enjeu. Le bois est un formidable matériau qui aujourd'hui traverse les océans et va de continent en continent. Ce n'est pas du tout le sens, et je devrais dire l'essence même du bois, d'avoir ces grands déplacements, ces grands flux en matière brute. Seules les matières à haute valeur ajoutée doivent être déplacées, c'est un principe de l'économie circulaire. Les matières brutes à valeur potentielle mais non réalisée importante doivent être transformées en proximité. Et c'est l'approche économie circulaire que nous proposons pour la filière. Je vais sur la conclusion. Le soutien de l'industrie de transformation est indispensable afin de relocaliser la chaîne de valeur sur le territoire et qui permettra de répondre aux besoins en matériaux et en énergie et ainsi assurer la transition écologique, économique, je devrais dire la transformation de notre modèle économique par un retour à des modèles qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, mais qui s'ancrent dans le territoire autour d'équilibres que nous maintenons. Et je dirais que c'est un formidable exemple, les écosystèmes forestiers, et c'est tout le sens de cette publication. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François-Michel, pour cette introduction. Vous avez cité de nombreux leviers d'économie circulaire et effectivement, la publication s'est attachée à les analyser, voilà, voir leur application dans la filière forêt-bois. Je laisse tout de suite la parole à Cécile Atout, qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ce sujet, pour vous donner un bref aperçu de ce que comporte la publication. Cécile? Oui. Un diaporama a un peu du mal à passer les slides. Voilà. Merci Amélie. À travers cette publication, l'INEC a donc souhaité éclairer les enjeux de la filière forêt-bois et montrer en quoi l'économie circulaire représente une réelle opportunité pour, d'une part, comme on l'a dit, répondre à l'enjeu d'économie de la ressource en bois et d'autre part, aux objectifs de décarbonation de notre économie. Afin de saisir et illustrer ces différents enjeux, nous avons réalisé une étude documentaire basée sur des rapports et études scientifiques et institutionnelles, ainsi qu'une série d'entretiens auprès des acteurs professionnels de la filière, afin d'approfondir la connaissance de ces enjeux et également de mettre en avant les différentes expérimentations qui sont en cours sur le territoire pour justement mieux intégrer l'économie circulaire à cette filière forêt-bois. Donc l'étude se structure en deux parties. Donc, avant de se lancer plus en amont dans l'étude et la prise en compte de l'économie circulaire au sein de la filière forêt-bois, il nous a d'abord semblé essentiel de rappeler dans un premier temps et donc dans une première grande partie l'importance que revêt la filière dans la stratégie de lutte contre le changement climatique, en faisant notamment le point sur les différentes orientations et stratégies des politiques publiques en la matière, donc que ce soit à l'échelle européenne ou nationale. Et on a également tenu à mettre l'accent sur les enjeux de biodiversité et de préservation des écosystèmes forestiers, ces derniers étant indissociablement liés à la pérennité de la filière bois, qui va donc être amenée à jouer un rôle très important dans cette stratégie de décarbonation. La seconde partie vise quant à elle à l'analyse de la filière sous l'angle de l'économie circulaire. Elle se divise en trois principaux volets. Donc l'objectif de cette partie, c'était réellement de montrer en quoi les différents piliers de l'économie circulaire pouvaient servir de ligne directrice pour permettre un développement durable et vertueux de la filière forêt-bois. Donc un premier volet est consacré à l'industrie. Donc étant donné l'étendue de cette filière, nous n'avons bien évidemment pas pu traiter l'ensemble des filières, mais avons fait le choix de réaliser un focus sur trois d'entre elles. L'industrie papetière, l'industrie des panneaux de process et l'industrie de la palette. Pour montrer qu'il existe au sein de ces filières industrielles une prise en compte forte de l'économie circulaire, avec notamment une complémentarité des usages dans une logique de circularité, mais qu'il existe néanmoins des leviers pour aller encore plus loin dans cette démarche de circularité, avec notamment des évolutions à venir, par exemple avec l'arrêt de bâtiment qui va permettre une valorisation des déchets bois, un gisement très, très important pour la filière industrielle notamment. Le second volet porte, lui, sur la filière bois-construction, qui, comme on l'a dit, est une filière qui est vraiment centrale dans la stratégie de décarbonation, étant donné que le secteur du bâtiment est un secteur qui est à la source d'importantes émissions carbone. Donc, pour permettre un développement vertueux de cette filière, on s'est attaché à certains enjeux, dont la question de l'approvisionnement en bois local, la question de la structuration de l'industrie de transformation sur les territoires et également la question de l'innovation qui est assez centrale pour d'une part permettre la valorisation notamment des essences feuillues qui sont majoritaires sur notre territoire mais qui malheureusement à l'heure actuelle ne sont pas suffisamment intégrées dans la construction. Euh, une question de l'innovation également sur tout ce qui est procédé constructif pour permettre une modularité et ainsi une réutilisation et un réemploi des matériaux bois. Donc toutes ces pistes sont illustrées par un ensemble d'expérimentations qui sont déjà à l'œuvre dans les territoires. Le dernier volet de cette étude se concentre donc sur une autre filière
extrêmement importante qui est celle du bois énergie, donc filière qui, comme l'a rappelé François Michel, est extrêmement soutenue par les pouvoirs publics, mais qui néanmoins est sujette à certaines controverses et débats. Et on a souhaité éclairer, disons, ces débats en mettant l'accent sur des points qui nous semblent essentiels. D'une part, la sécurisation des approvisionnements en privilégiant une ressource locale et de proximité, sur également le bon respect de la hiérarchie des usages du bois et donc de la bonne articulation des filières, et également sur la prise en compte des caractéristiques spécifiques à chaque territoire, qu'elles soient économiques, géographiques, qui vont également avoir toute leur importance dans le développement de la filière bois-énergie. Donc le lien vers cette publication vous sera adressé à la fin de ce webinaire et j'espère qu'à travers la lecture de celle-ci, vous pourrez donc approfondir et trouver des réponses à chacun de ces différents aspects. Et on sera également à votre disposition à l'INEC pour répondre à vos questions si jamais vous vous en posez. On va tout de suite passer aux témoignages et retours d'expérience. Comme je le disais en introduction, on va partir des industries pour remonter vers la forêt. Et je vais tout de suite laisser la parole à Alec Birtzket, qui est chef de projet filière bois chez Fibois Île-de-France, pour nous parler des enjeux de la construction bois. Donc, mettre en parallèle ce que vient de présenter Cécile sur les leviers d'approvisionnement local, la valorisation des feuillus et les innovations mises en œuvre spécifiquement dans ce territoire. Alec, vous pouvez activer votre micro. Merci beaucoup Amélie et Cécile. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce webinaire. Donc Alec Bickerstedt, en charge de la filière et de l'emploi et la formation à Fibois Île-de-France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'interprofession, nous sommes une association loi 1901 qui existe depuis 2004 et nous représentons l'ensemble des entreprises et organisations de la filière forêt et bois en Île-de-France. Alors, il existe des Fibois dans toutes les régions métropolitaines et nous sommes coordonnés au niveau national par Fibois France. Côté Île-de-France, donc on représente 150 adhérents, donc que ce soit des entreprises de gestion forestière, des entrepreneurs de travaux forestiers, également toute l'industrie, la première, la deuxième, la troisième transformation et les différentes entreprises qui utilisent le bois dans ces différents produits dans l'économie, donc que ce soit pour le bois énergie, le bois construction et le bois industrie. Et la particularité de l'Île-de-France, c'est qu'on travaille beaucoup avec la maîtrise d'ouvrage et les aménageurs pour le secteur de la construction. Et comme vous le voyez, nous sommes soutenus par la préfecture de région, l'ADEME, la région Île-de-France et France Bois Forêt, qui est l'interprofession nationale de l'amont forestier. Ce matin, je voulais profiter du coup de cette opportunité pour vous parler du secteur de la construction en particulier, qui est de la construction bois, qui est le secteur qu'on a particulièrement, sur lequel on a beaucoup travaillé avec Fibois Île-de-France pour décarboner le secteur de la construction. Également, vous parlez de la structuration et le développement de l'industrie de transformation pour accompagner cette croissance de la construction bois, comme ça a été un peu dit en introduction. Et vous parlez également rapidement des opportunités de valorisation de la ressource locale. Alors, on a parlé de bois feuillu, il y a également les opportunités de réemploi qui se développent. Donc, vous donnez des premières pistes de réflexion et vous donnez des exemples de ce qui se fait déjà. Alors, pour vous parler du marché du bois construction, c'est un marché qui est en croissance au sein de surtout le territoire français. Aujourd'hui, pour comparer l'Île-de-France avec les autres régions, on peut voir ce qui est assez intéressant, c'est de constater que l'Île-de-France est finalement le marché le plus dynamique. Là, si on prend l'exemple du marché du logement, on se rend compte que l'Île-de-France est le marché le plus dynamique en termes de nombre de projets, de nombre de logements construits en bois. Par contre, on voit que l'Île-de-France n'a pas forcément une culture de la construction bois qui est très développée. Si on compare par exemple avec les Pays de la Loire ou le Grand Est ou Auvergne-Rhône-Alpes, on est autour de 9, 10, 11%, alors qu'en Île-de-France, on reste autour de 6%. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une représentation globale. Le marché de la construction bois au niveau national reste au niveau de entre 5 et 6% au total. Et il y a des ambitions d'ici à 2030, déclarées par la filière, d'aboutir à un marché plutôt entre 20 et 30% pour la construction bois. Donc on voit qu'en moins de 10 ans, il y a des volontés assez fortes de se développer.
Si on zoome un peu plus sur l'Île-de-France, on a réalisé une étude en 2020 pour essayer vraiment d'avoir des chiffres concrets sur l'évolution de la construction bois en Île-de-France avec le bureau d'études Nomadéis. Vous pourrez retrouver l'étude sur notre site internet. On s'est rendu compte qu'entre 2015 et 2020, la construction bois s'était développée fortement sur 5 ans avec une multiplication par 2 des parts de marché de la construction bois. Donc on aboutit aujourd'hui à peu près à autour de 800 000 mètres carrés de surface de plancher en bois qui sont construits par an. Si on peut avancer sur la slide suivante. Et ce qui nous amène à peu près aujourd'hui à 4% au total de parts de marché pour la construction de bois en Île-de-France, donc que ce soit sur le logement, le tertiaire, les bâtiments industriels, agricoles, etc. On peut se rendre compte également que c'est les départements les plus dynamiques sur la construction bois sont plutôt Paris, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Alors qu'on peut voir que c'est pas forcément les départements les plus dynamiques en termes de construction générale. Donc là, c'est les grandes barres bleues, c'est le secteur de la construction de manière générale, et les petites barres bleu ciel sont plutôt sur le secteur de la construction bois. Donc on voit qu'il y a encore des grosses marges de progression. C'est pas parce qu'on construit beaucoup qu'on construit beaucoup en bois pour le moment. Alors, pour vous donner une représentation un peu plus géographique des enjeux. Donc, on se rend compte, comme je le disais, que les 3 premiers départements qui sont les plus dynamiques en termes de construction bois sont le 77, le 93 et le 75, qui ont la plus grande part de surface de plancher de construction bois réalisée par année et qui ont également les nombres de projets les plus importants. L'idée de cette étude qu'on a réalisée avec le bureau d'études Nomadéis, c'était également de se projeter d'ici à 2030, essayer de comprendre dans quelle dynamique on s'inscrivait et quelle croissance on pouvait espérer sur les prochaines années, avec notamment des grands événements qui arrivent comme les Jeux Olympiques 2024, qui a vraiment un effet vitrine sur le développement de la construction bois. Et pour l'instant, notre étude se projette pour une augmentation, multiplication fois 1,5, donc presque un doublement encore d'ici à 2030, des parts de marché de la construction bois. Donc je vous laisserai regarder encore une fois sur l'étude un peu les paramètres qui sont pris en compte. Donc on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de marge de progression pour la construction bois en Île-de-France. Alors, je disais tout à l'heure, les départements qui construisent le plus sont pour le moment pas ceux qui construisent le plus en bois, mais en essayant de regarder avec une vision prospective où se trouvent les plus grandes marges de progression, on s'est rendu compte que effectivement, que ce soit pour le Val-de-Marne ou l'Essonne, il y a des grosses marges de progression qui existent, et même si ce ne sont pas des territoires qui aujourd'hui ont une grosse culture bois, on peut s'attendre à un gros développement sur les prochaines années. Mais globalement, on resterait avec des grosses parts de marché de la construction bois pour les départements déjà cités et qui sont aujourd'hui les plus en avance. Comme on peut le voir sur le graphe en haut à gauche, en 2030, on est toujours avec des parts de marché importantes en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne et également à Paris. Comment faire en sorte que cette vision prospective se rapproche de la réalité sur les 10 prochaines années? C'est la question qu'on s'est posée avec FIBOA Île-de-France au moment où on a redémarré l'association en 2019 et 2020, et avec l'ensemble des acteurs de la construction bois et l'ensemble de la filière forêt-bois en Île-de-France. On a réalisé des ateliers pour réfléchir à comment massifier la construction bois en Île-de-France et même au territoire national. Et on a abouti ensemble à un pacte qu'on a nommé le pacte bois biosourcé. Et vraiment, l'ambition, c'est de donner les moyens à tous les acteurs de la construction, aux donneurs d'ordre, de massifier le recours au bois construction pour décarboner ce secteur qui est aujourd'hui un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Donc ce pacte fait suite à une charte qui existait depuis 2015 pour la construction publique. Et c'est un pacte qui s'adresse du coup aux maîtres d'ouvrage et aux aménageurs du territoire francilien. Par maître d'ouvrage, on entend la collectivité qui ont une compétence dans l'acte de construire, les bailleurs sociaux et les promoteurs.
Ce pacte a été signé le 5 novembre 2020 on a eu l'honneur d'avoir la signature de Madame Valérie Pécresse pour la région Île-de-France et une deuxième vague de signatures qui a eu lieu le 13 avril 2021 lors de nos états généraux de la forêt et du bois en Île-de-France qu'on avait organisé notamment avec le journal Le Monde sous le pseudo Touche pas à mon arbre, que je vous invite à regarder également sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons à peu près 40 signataires. D'autres sont en train de signer en ce début d'année. Donc, vous en reconnaîtrez quelques-uns qui sont devant vous à l'écran. Des acteurs clés pour la construction du territoire francilien, comme la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, la mairie de Paris. Voilà, des promoteurs qui agissent au quotidien sur ce territoire, Marignan, Bouygues Immobilier, des promoteurs qui ont plus l'habitude de construire en bois comme REI Habitat ou Boudéum et d'autres qui commencent tout juste. L'idée, c'est de leur donner les moyens d'accompagnement régulier pour qu'ils montent en compétences et arrivent euh, à construire en bois sans problème sur les prochaines années. Comment accompagner du coup cette effervescence et cette montée cette croissance de la construction bois, avoir les moyens de répondre à cette demande. On a vu notamment dans la crise du Covid-19 qu'il pouvait y avoir des tensions et des montées des prix. Donc on souhaite éviter ce genre de cas au maximum sur les prochaines années. Pour regarder plus précisément ce qui se passe en Île-de-France à ce niveau-là, alors mon collègue de l'ADEME qui prendra la parole tout à l'heure pourra mieux vous préciser comment se présente la ressource forestière en France. Rapidement, pour vous dire qu'aujourd'hui, on construit majoritairement avec des essences résineuses et que le territoire français est aux 2 tiers constitué d'essences feuillues. Et l'Île-de-France va, on va dire, encore plus loin dans dans ce décalage, puisque quasiment l'exclusivité, 95% des essences sur le territoire francilien sont des essences feuillues avec le chêne, le châtaignier notamment qui viennent en majorité. Donc, ça pose des questions sur la valorisation de la ressource locale pour le moment et ça pose aussi question sur les unités industrielles présentes sur le territoire pour accompagner cette industrie, c'est l'industrie de la construction bois. Et un phénomène national qui s'est ressenti très fort en Île-de-France, c'est la disparition progressive des unités de première transformation, des scieries, depuis les années 70, où à l'époque on sciait un peu plus de 100 000 mètres cubes de bois par an, et aujourd'hui on n'en est plus qu'à 2 ou à 3 000 mètres cubes sciés par an, qui sont représentés majoritairement par la scierie Roser, qui se trouve à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne. Cela nous donne plus les moyens aujourd'hui de valoriser la ressource locale au niveau local. C'est des essences on va dire des grumes qui sont au mieux exportées dans les régions voisines et comme vous avez pu voir dans l'actualité parfois à l'étranger. Et ce problème fait qu'aujourd'hui, plus d'1% de la récolte forestière francilienne est valorisée sur le territoire. Et c'est vraiment symptomatique d'une problématique nationale d'arriver à mieux valoriser notre ressource locale dans le secteur de la construction, pour le bois d'œuvre, qui est l'utilisation la plus durable du bois. Cependant, aujourd'hui, il y a une vraie volonté, si on peut passer à la slide suivante, d'aller plus loin, de redynamiser ce secteur-là. Alors nous, on s'est penché sur la question et on a étudié ce phénomène avec des étudiants d'AgroParisTech. Donc je vous invite à noter la date du 24 mars, 8h30 pour la restitution de cette étude et pour essayer de voir comment on peut vraiment redynamiser ce secteur d'activité sur le territoire régional. Par ailleurs, pour vraiment participer à la croissance du secteur de la première transformation, on accompagne la scierie Roser mentionnée précédemment, qui se développe et devrait se redévelopper pour avoir une taille de scierie plus classique pour une scierie feuillue et avoir aujourd'hui un appareil numérique qui l'accompagnera et qui sera plus en phase avec les moyens du XXIe siècle. Et également, le phénomène qu'on observe aujourd'hui, c'est un gros développement des scieries mobiles sur le territoire. Alors, ce ne sont pas des scieries fixes qui demandent en général énormément d'hectares. On est plutôt sur 5 hectares de terrain pour une scierie. Et donc, en Île-de-France, avec la pression foncière, c'est un enjeu problématique. Les scieries mobiles sont une solution également pour aller valoriser le bois dans des forêts un peu plus reclus, un peu plus isolées.
Également, après la première transformation, il y a la seconde transformation pour aboutir aux différents produits de la construction bois, qu'on soit sur de l'ossature, qu'on soit sur du parquet, etc. Aujourd'hui, on a 92 entreprises sur le territoire. Ce sont des entreprises qui font à la fois la conception, la fabrication et la pose sur chantier. C'est des entreprises qui prévoient d'investir et de recruter. C'est un secteur en croissance, on l'a vu. Mais malheureusement, on voit que pour le moment, on est très dépendant en Île-de-France de l'apport des entreprises de l'ensemble du territoire national, puisque les entreprises d'Île-de-France assurent seulement 20% des parts de marché sur l'Île-de-France. Et donc aujourd'hui, l'ambition est d'accompagner la croissance et l'implantation de nouvelles unités sur le territoire. Là, on travaille avec la préfecture de région et la région Île-de-France pour y arriver via des appels à projets ou des AMI. On travaille également à cartographier le potentiel d'implantation de nouvelles unités avec les aménageurs. Et on accompagne la création d'un pôle excellence bois euh, qui s'implanterait dans le 78 au niveau de Carrière-sous-Poissy, avec des unités de bois énergie, de bois construction, de valorisation de la biomasse de toutes sortes. Et c'est un projet qui devrait pouvoir émerger sur les prochaines années. Enfin, je voulais vous parler des processus d'innovation qui existent pour valoriser le bois feuillu, qui, on a vu, était pour l'instant minoritairement utilisé, et les opportunités de réemploi. Rapidement, parce que je vois que le temps file également. Deux innovations assez récentes pour valoriser les essences locales. Pour valoriser le hêtre en bois construction, on a accompagné l'entreprise Manu Bois dans le cadre d'un projet de la vallée de la Seine pour créer le bois lamellé collé de hêtre. Et qui permet aujourd'hui de construire des bâtiments de grande hauteur quand il est utilisé en poteau. Et c'est notamment le Wood Up que vous voyez sur votre droite qui sera construit à Paris au niveau du pont de Tolbiac, qui devrait être construit là, cette année, qui utilisera du coup la ressource de hêtre normand. Donc c'est une belle application, un beau démonstrateur. Également, plusieurs exemples de bâtiments qui ont été construits avec du peuplier des Hauts-de-France, où il y a toute une filière qui s'est développée aujourd'hui, qui fonctionne sous forme de coopérative avec plusieurs scieries qui travaillent ensemble pour valoriser le peuplier local. Donc c'est des initiatives qu'on souhaitera développer également en Île-de-France dans les prochaines années et qui montrent bien comment créer des nouveaux produits qui peuvent être implantés directement dans le secteur de la construction. Enfin, sur le réemploi, puisque c'est également évidemment le thème de ce webinaire, on accompagne l'entreprise depuis 1920 basée à Aubervilliers qui aujourd'hui est lauréat de notre appel à l'innovation, le booster bois biosourcé, et dont l'ambition est d'arriver à réemployer le bois construction qui est déconstruit sur plusieurs chantiers d'Île-de-France, réemployé en bois de structure pour des nouvelles applications. Donc c'est un défi technique. Aujourd'hui, il y a un accompagnement avec le FCBA, qui est un institut technologique, pour arriver à réutiliser du coup le bois en bois de structure. Également, je vous invite aussi à regarder les travaux du booster du réemploi avec qui on commence à travailler, qui accompagne les maîtres d'ouvrage pour réemployer toutes sortes de matériaux dans la construction, mais qui fait également du travail pour faire vraiment des fiches typiques de réemploi. Alors aujourd'hui, du bois sous forme de mobilier extérieur, de menuiserie intérieure-extérieure, de parquet, de porte. Et on espère qu'on arrivera à développer ce travail sur plusieurs réutilisations du bois, notamment en structure, sur les prochaines années. Et il y a également, d'un point de vue de réemploi, globalement, on est sur des initiatives aujourd'hui et une tentative de structuration qu'on va accompagner également sur les prochaines années. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Alec, pour cette présentation exhaustive des initiatives sur le territoire. On va passer du coup à un autre territoire, le parc naturel des Bauges, en la présence de Caroline Salomon pour nous présenter ici les freins, les leviers au développement de la filière bois-énergie et d'avoir un retour d'expérience un peu plus concret. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai la voix un peu cassée. Oui, c'est bon, on vous entend, on vous voit. Super. Donc oui, moi je vais vous faire un petit retour d'expérience d'un territoire rural qui est le parc naturel régional du massif des Bauges. Donc en fait, on a un territoire du massif préalpin, donc on a des montagnes de moyenne altitude, on va dire, on est toujours en dessous des 3000 mètres d'altitude. Donc c'est la photo que vous voyez là, où vous avez Chambéry, l'agglomération de Chambéry au premier plan.
Donc, en fait, le territoire du massif des Vosges, c'est 900 km² à peu près, et qui est vraiment cerné par une ceinture urbaine, donc Annecy au nord, Aix-les-Bains, Chambéry, que vous voyez là au sud, la vallée de l'Isère, là, qui remonte vers le nord, avec Albertville un peu plus haut. Donc, on est cerné par cette ceinture urbaine, 4 agglomérations, 400 000 habitants à peu près. Et donc, le parc du massif des Vosges existe maintenant depuis les années 75 à peu près, et donc est très engagé pour le développement de son territoire rural, pour développer l'économie, notamment l'économie circulaire, et donc tout en préservant les ressources de son territoire. Donc on regroupe exactement 67 communes aujourd'hui, et on a une charte de parc qui est en cours de renouvellement, et dont on a 2 mesures très fortes qui concernent la filière bois, à la fois sur l'usage de la ressource plutôt sur l'amont, avec une gestion exemplaire de la ressource bois, et puis ensuite sur l'aval, donc tout ce qui est valorisation de ce matériau. Voilà, on va passer un petit peu plus dans le détail sur le massif forestier en lui-même. Donc, on a plutôt des essences assez bien partagées entre résineux et feuillus. Notre écosystème principal, c'est la hêtraie sapinière, qui est bien représentée sur les écosystèmes de montagne. Donc, on a du hêtre en mélange avec du sapin, parfois des épicéas, parfois des plantations, mais on est plutôt sur des peuplements qui se sont développés de manière plutôt naturelle, donc qui sont gérés en futaies irrégulières avec des gros arbres, des petits arbres, ce qui se rapproche le plus d'un fonctionnement naturel, on va dire. On a notamment des peuplements de résineux blancs, donc sapins épicéas, qui sont de très belle qualité, donc notamment qui permettent des débouchés en charpente et en menuiserie. Donc c'est aujourd'hui le débouché principal de cette ressource bois, sachant que les feuillus qui poussent sur nos massifs, puisqu'ils sont subis à des climats un peu montagnards, sont de faible qualité, donc bois industrie et bois énergie. Donc, au total, on a estimé à 7 millions de mètres cubes sur pied notre ressource forestière, avec des secteurs qui sont vraiment surcapitalisés, avec des gros bois majoritaires. On va le voir plus tard, ça peut s'expliquer par la difficulté d'aller les chercher. Et donc, aujourd'hui, en fait, on récolte que 60 000 mètres cubes par an, c'est une estimation, avec un peu plus de bois récolté en forêt publique. Et donc, en fait, on récolte uniquement 18% de l'accroissement annuel, donc de ce qui pousse annuellement sur le territoire. Donc, on a une volonté d'aller un peu plus loin et d'augmenter cette récolte de bois, puisqu'on en a la capacité. Dans le cadre de la gestion durable, on dit qu'il ne faut jamais dépasser la moitié de l'accroissement annuel. Donc là, on en est moins. Et dans notre charte de parc qui va jusque dans un horizon de 30 ans, on a l'objectif d'atteindre les 25% de l'accroissement annuel de récolte. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la plateforme Bois Énergie qu'on a développée sur une toute petite commune qui s'appelle La Compote, sur le cœur du massif des Vosges. Donc en fait, c'est une plateforme qui a été créée grâce à l'appui de la communauté de communes du cœur du massif des Vosges en 2012, donc avec des fonds publics, avec la volonté de développer une filière courte pour approvisionner toutes les chaufferies bois du cœur du massif. Donc, elle a tout de suite été mise en gestion par un professionnel du traitement des déchets, donc l'entreprise Excoffier, qui a tenu la gestion jusqu'en 2015, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, aujourd'hui, la communauté de communes s'en est séparée, donc elle a été vendue à un privé qui gère aujourd'hui la plateforme, toujours dans l'objectif d'approvisionner les chaufferies locales du territoire. Donc, l'approvisionnement se fait toujours en local pour cette entreprise, avec plus de 50% en tout cas de son approvisionnement qui provient des déchets des scieries. Donc, sur le territoire du cœur du massif des Vosges, on n'a plus que 3 scieries exactement, des toutes petites unités. On parle de scieries artisanales, on va dire, sachant qu'on a des scieries semi-industrielles un peu plus dans les vallées, donc toujours dans un rayon de moins d'une cinquantaine de kilomètres, donc ça reste du local, mais c'est hors de notre cœur de massif. Et donc ensuite, il y a du bois évidemment issu des coupes forestières, donc qui sont faites sur notre territoire, avec des bois d'éclaircie, donc lorsqu'on vient couper quelques arbres dans la forêt, notamment des bois scolités, puisqu'on en a quand même sur notre territoire, et aussi des coupes rases, notamment dans les peuplements feuillus, voire des qualités de bois industrie qui seraient détournées.
les bois d'élagage aujourd'hui et les bois issus de la filière agricole sont vraiment négligeables et c'est pas forcément organisé aujourd'hui pour permettre l'approvisionnement de la plateforme. Voilà. Donc, ce qu'on va voir sur cette diapo-là, c'est ce que je vous disais sur le schéma de gauche. Ont été schématisés un petit peu les approvisionnements. Alors, ça reste schématique puisque c'est en fonction des coupes, mais globalement, voilà, l'approvisionnement se fait toujours en local. Et sur la carte de droite, c'est le circuit de consommation. Donc, on voit que la plateforme a vraiment l'objectif d'approvisionner des chaufferies communales sur le territoire des Bauges. Donc, on a un peu moins d'une quarantaine de chaufferies sur le territoire, ce qui représente 5000 tonnes de plaquettes sèches. Donc, on est sur des tout petits volumes. La plateforme produit également des granulés pour les particuliers, avec une production qui est très marginale, puisqu'elle est environ d'une centaine de tonnes de granulés. Et ce qu'on voit, c'est que la plateforme aujourd'hui a un peu du mal à suivre en fait la demande. Il y a beaucoup de clients en particulier, notamment pour les granulés, mais aussi dans les chaufferies. Il y a beaucoup de projets de chaufferie qui sont en cours de montage et qui vont du coup demain demander du bois énergie qui proviendrait de notre territoire. Donc, le propriétaire a estimé plus de 15% en volume de bois énergie. Et voilà, ce qu'on voit sur cette diapo-là, c'est qu'on a aussi une consommation forte en bois énergie de la part de chaufferies biomasse qui sont plutôt de taille industrielle et qui sont situées sur la ceinture urbaine qui entoure notre territoire. Donc, vous voyez Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Surugine, Albertville. Donc, des grosses unités, alors plutôt en plaquettes humides. Mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même une concurrence sur la matière bois énergie. Et on a aussi des politiques sur ces agglomérations qui recherchent, l'exigence des circuits courts et donc qui se tournent aussi vers notre territoire pour s'approvisionner en bois énergie. Donc, pour vous donner une idée, rien que sur le territoire du Grand Chambéry, on a estimé leur consommation totale à environ 30 000 tonnes. Donc, on est bien plus au-delà que ce qui est déjà en consommation sur notre territoire. Et donc, ce qui pose souci un petit peu aux producteurs bois énergie, notamment aux producteurs bois énergie de notre territoire, qui voient cette explosion des demandes en bois énergie, que ce soit pour les chaufferies, mais aussi pour les granulés des particuliers, puisque le Grand Chambéry et le Grand Annecy ont développé des aides pour les particuliers pour rénover leur équipement de chaufferie et notamment s'équiper en chaufferie, en poêles très performants et donc qui choisissent les poêles à granulés notamment. Donc dans les années 2010, je ne l'ai pas noté sur la diapo, mais avec le Grand Chambéry, on a aussi travaillé à un plan d'approvisionnement territorial qui nous aide à développer les actions que je vais vous présenter pour mieux s'approvisionner. Et je vais commencer aussi avec déjà les freins auxquels on fait face. Voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on reçoit, nous, sur notre territoire, beaucoup de demandes d'approvisionnement en bois énergie, granulés et plaquettes. Donc, on voit qu'il y a vraiment un marché sous tension et des professionnels qui ont un peu du mal à aller chercher du bois. Donc, ça se traduit notamment avec l'apparition des coupes rases dans le paysage qu'on ne voyait pas du tout, en fait, sur notre territoire auparavant. Et donc, on en parle beaucoup avec nos territoires voisins, notamment les territoires des plaines de l'Ain, situés juste à côté, qui sont des territoires beaucoup plus accessibles et notamment constitués de peuplements en feuillus et qui subissent carrément de plein fouet la demande en bois énergie et qui voient vraiment des coupes rases se multiplier. Donc voilà, nous on en voit également sur notre territoire, mais ça reste limité par rapport à ces territoires-là. Et ce que nous, on observe aussi sur notre territoire, comme je vous le disais, avec la ceinture urbaine très, très proche, on a une augmentation de la fréquentation dans nos forêts. Donc, en fait, on voit apparaître des conflits d'usage, en fait, puisque nos forêts répondent à des besoins de récréation, donc un pilier social, en plus du pilier écologique. Et donc, voilà, on a des secteurs qui sont très fréquentés. Et donc, lorsque ce sont des secteurs aussi productifs sur lesquels on a des coupes de bois, on peut avoir des conflits d'usage, notamment sur l'usage des chemins qui servent de desserte forestière, en fait.
Donc, on essaye de concilier un petit peu tous ces usages-là. Et voilà, ce que je voulais aussi bien souligner, c'est notre difficulté à aller chercher la ressource forestière. Donc, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on a un territoire principalement constitué de forêts privées, donc on est un peu en dessous de la moyenne nationale qui est autour de 75% de forêts privées. Dans les Bauges, on est à 67% de forêts privées. Mais voilà, la forêt privée, j'ai pas développé, mais c'est des forêts qui sont très morcelées, donc avec une difficulté d'aller chercher les propriétaires et à engager de la gestion durable. Donc, on a des massifs qui sont sur des pentes. Donc, on a une exploitation qui se fait uniquement par bûcheronnage avec des tracteurs forestiers et des bûcherons manuels, puisqu'on n'arrive pas à amener des abatteuses en fait, dans nos écosystèmes. Et donc, la carte que vous voyez sur la diapo, c'est l'accessibilité aux tracteurs. Et donc, toutes les zones en rouge sont les pentes très fortes, au-dessus de 30%, qui sont non desservies par la desserte forestière. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un de nos premiers axes de travail, c'est de développer cette desserte forestière avec des investissements très lourds à porter, parfois par des privés, parfois par des petites communes rurales. Donc, c'est assez compliqué à faire développer, à faire déboucher ces projets-là, sachant qu'on a aussi des refus parce qu'une desserte dans le paysage, ça se voit. Et donc, on a des territoires qui doivent être attractifs pour les urbains qui viennent en profiter et pour toute l'économie touristique. Donc, voilà, c'est tout un équilibre à trouver. On en a bien parlé en introduction et on est vraiment au cœur de ces problématiques-là sur notre territoire. Donc, tout ça se répercute pour terminer, sur les volumes mobilisables et surtout le prix de la matière bois-énergie qui est de base un débouché à très faible valeur ajoutée. Donc, en fait, quand on ajoute des surcoûts et notamment des kilomètres de pistes forestières sur des secteurs montagnards, et ben, en fait, le prix s'envole et donc on a du mal à être vraiment concurrentiel par rapport à du bois-énergie qui viendrait de territoires beaucoup plus accessibles. Donc aujourd'hui, on sait que sur les territoires, notamment la ceinture urbaine, ils importent du bois énergie, ils le font venir de territoires beaucoup plus loin. Donc pour nous, c'est problématique, mais on va y venir à la diapo suivante ou celle d'après. Voilà. Donc en fait, on s'est vraiment posé la question aujourd'hui avec les élus du territoire du Massif des Bauges pour savoir si pour approvisionner nos chaufferies locales, on peut compter sur la gestion durable de nos forêts sur notre massif. Donc, comme je vous le disais, le parc du Massif des Bauges recherche toujours l'équilibre entre les différents usages et on essaye aussi de donner la meilleure valeur ajoutée à tout produit et à toute ressource naturelle sur notre territoire. Et donc, dans nos forêts de hêtraies et sapinières, comme je vous l'ai montré, on a des bois d'œuvre, notamment en résine blanc, qui servent à la construction et qui sont la priorité en fait sur notre territoire. Donc aujourd'hui, si on peut approvisionner notre filière en circuit court de bois énergie pour notre territoire dans des volumes raisonnables, on pourra le faire. Et par contre, les élus sont assez frileux à répondre à des demandes d'approvisionnement beaucoup plus importantes. Il y a des chaufferies industrielles dans les vallées. Et donc, voilà, les élus sont moins partants pour répondre à cette demande qui reste du local, mais dans la recherche de l'équilibre de la gestion forestière de nos forêts, on aura beaucoup de mal à approvisionner ces chaufferies industrielles. Et je voulais juste terminer avec une toute dernière diapo, puisqu'on est vraiment en train de se poser ces questions-là au sein de notre territoire avec des projets qui se développent, comme je l'ai dit. Et donc, pour assurer un minimum d'approvisionnement auprès de notre plateforme à la compote, on essaye de réfléchir notamment avec l'Office national des forêts qui gère les forêts publiques à des leviers pour aller chercher toujours plus de volume dans nos forêts. Donc, je l'ai dit, le premier levier, c'est de développer la desserte forestière pour rendre accessibles des forêts qui aujourd'hui ne le sont pas. Développer la gestion forestière en forêt privée, donc notamment avec l'appui du CRPF, donc le Centre régional de la propriété forestière, et de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, qui sont au contact des propriétaires forestiers, qui les conseillent. Et puis, enfin, aller chercher plus loin le bois. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est que ça ajoute un surcoût. Donc, qui finalement supporte ce surcoût?
Et puis, enfin, d'essayer de relocaliser au maximum le moindre volume de bois énergie qui serait produit sur notre territoire, avec des coupes qu'on réaliserait avec l'ONF, avec notamment des bûcherons en régie, pour maîtriser jusqu'à la vente le débouché bois énergie, des contrats d'approvisionnement et voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'était en cours de réflexion. Et il me semble qu'il y avait une toute dernière diapo, après j'en termine, sur vraiment des craintes en fait qui sont exprimées par nos élus. Parce que, en fait, si ce n'est pas suffisant, tous ces leviers, et on devra faire face à une pression qui de fait, fera qu'on verra plus de coupes rases sur notre territoire. Donc, il faut peut-être juste l'accepter, en fait. C'est peut-être une évolution de notre paysage à accepter. Est-ce que c'est quelque chose qui nous échappe complètement avec une stratégie qui serait à l'échelle nationale? On parle du bois local. Le bois local, la notion de local est toujours un peu à débat. Donc, nous, on réfléchit souvent à 50 km parce que ça nous le permet. On peut étendre le rayon du local à 150 km, que ça ne gênerait pas grand monde. Et on peut aussi réfléchir à l'échelle même nationale. Ça nous éviterait déjà d'importer de la sciure de produits de pays limitrophes. Et donc, avec des peuplements notamment qui seraient plus sujets à produire du bois énergie, comme les peuplements méditerranéens ou des plantations qui sont réalisées en monospécifique ou en tout cas en régulier et qui produisent du coup plus de coupes, notamment des coupes d'amélioration avec des bois de moindre qualité. Voilà, donc voilà, juste pour vous montrer qu'on est vraiment en pleine réflexion, que ça nous dépasse légèrement, mais qu'en tout cas, pour les élus du territoire du Massif des Bauges, c'est un vrai défi que de déjà répondre à la demande en circuit court de notre filière bois énergie du cœur du Massif des Bauges. Voilà, je termine. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Caroline. C'était très intéressant. Effectivement, pour faire la transition avec notre dernier témoignage, se poser l'articulation des actions menées dans les territoires avec les stratégies nationales. Et pour nous présenter ceci, on accueille Jérémy Gauguelin, qui est ingénieur biomasse et système forestier durable à l'ADEME, pour nous parler du rôle essentiel de la forêt et des usages du bois dans la lutte contre le changement climatique et répondre peut-être à la question comment augmenter durablement la récolte de bois pour le bois matériaux et le bois énergie qui, on l'a vu, sont fortement soutenus en prenant en compte les enjeux climatiques et environnementaux. Jérémy, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors je me présente, Jérémy Glohagen, ingénieur biomasse et système forestier durable à l'ADEME au service forêt, alimentation et bioéconomie. Alors je souhaitais tout d'abord remercier l'INEC pour son invitation à participer à cette conférence. Les enjeux liés à la mobilisation de la biomasse forestière et à la conciliation entre biodiversité et décarbonation de l'économie sont nombreux. Et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur le rôle essentiel de la forêt et des usages du bois dans la lutte contre le changement climatique. Alors, au sommaire de ma présentation, je vais commencer par dresser un état des lieux sur les ressources disponibles et les différents usages du bois, ce qui m'amènera ensuite à vous présenter les différents scénarios établis par l'ADEME, des scénarios de mobilisation de la biomasse forestière et leurs effets sur le stockage du carbone. Et enfin, on verra ensemble comment récolter durablement du bois pour le bois matériau, pour le bois énergie et en prenant en compte les enjeux climatiques et environnementaux. Les ressources disponibles et différents usages du bois. Alors d'abord, une petite carte d'identité de la forêt métropolitaine pour recadrer le contexte. La forêt, à l'échelle de la métropole, couvre un tiers du territoire. Elle est composée à 2 tiers de feuillus et les 3 quarts appartiennent à des propriétaires privés. La forêt métropolitaine est en forte expansion depuis plus d'1 siècle. Le taux de prélèvement est historiquement inférieur à l'accroissement biologique, ce qui veut dire que l'on prélève moins chaque année que ce que la forêt s'étend horizontalement et verticalement. Donc, la récolte se décompose en 3 grandes catégories destinées à différents usages. On en a parlé, le bois d'œuvre, le BO, qui constitue le pilier de la filière, le BI, le bois industrie, et le BE, le bois énergie. En France, la récolte de bois d'œuvre représente un peu plus de la moitié du volume de bois commercialisé. Les quantités disponibles pour les usages du bois industrie et du bois énergie dépendent en grande partie du dynamisme de la filière bois d'œuvre.
Il y a la collecte, on a parlé juste avant, il y a la collecte directe des produits annexes de la récolte de bois d'œuvre, comme les coupes d'éclaircies, qui génèrent du bois pour l'industrie ou l'énergie, et qui sont nécessaires à la bonne gestion des peuplements, en vue de produire du bois d'œuvre de qualité. Et il y a aussi la valorisation je dirais pas des déchets bois, mais on parle de coproduits. Donc la valorisation des connexes de transformation du bois et le recyclage des produits bois en fin de vie, qui fournit également des ressources renouvelables pour l'industrie ou la production d'énergie. Donc dans le BO, on retrouve tout ce qui est charpente, bardage, ameublement, parquet, lambris. Pour le bois industrie, c'est tout ce qui est papeterie, papier carton, panneaux de particules, contreplaqué, lamellé collé. Et le bois énergie, vous avez, on retrouve à la fois donc, des plaquettes forestières, du bois bûche et du granulé bois. Petite précision, l'illustration juste avant, ici, voilà. Alors là, sur cette illustration, on représente le BO, le BI et le BE potentiel en fonction de la qualité du bois. Donc ça, c'est l'idéal. Mais l'usage dépend ensuite du marché, d'où l'importance en fait de développer le marché du bois d'œuvre et notamment du bois d'œuvre feuillu, puisque c'est l'essentiel de notre ressource en métropole, pour générer du BI et du BE. Ici, je vais faire un petit focus sur les multiples usages du bois. La récolte en forêt, j'ai inscrit les derniers chiffres qu'on a à disposition en 2018, atteignait 52 millions de mètres cubes, dont 20 millions de mètres cubes en bois d'œuvre, 10 millions de mètres cubes en bois industrie et environ 22 millions de mètres cubes en bois énergie, dont 13 millions de mètres cubes autoconsommés, donc qui passent pas par des ETF, par des entreprises ou des exploitants. La récolte de bois d'œuvre est composée à plus de 2/3 de résineux, on en a parlé avant, alors que le résineux représente 1/3 de la surface forestière française. Donc aujourd'hui, les peuplements de résineux sont très fortement mis à contribution et la balance commerciale est déficitaire en volume, 8 millions de mètres cubes équivalent bois rond, et en valeur. 4,6 milliards. Donc ici, dans le graphique à droite, vous avez, alors les gens sont toutes petites, vous avez en vert les flux de bois, en gris les produits bois fin de vie et en orange l'alimentation en énergie. Et pour être tout à fait circulaire, il aurait fallu que je rajoute peut-être une flèche, il manque le flux de CO2 qui est réémis lorsque le bois est brûlé, alors que ce soit dans des chaufferies collectives ou industrielles ou chez le particulier via des poêles à granulés, et ce CO2 qui est capté par la forêt. Avec le bois, rien ne se perd, tout se transforme. Les différents scénarios de mobilisation de la biomasse forestière et leurs effets sur le stockage du carbone. Il faut savoir que le plus important flux de carbone mondial annuel vers l'atmosphère correspond aux émissions d'origine fossile, auxquelles s'ajoutent les émissions liées au changement d'occupation des terres, notamment la déforestation à l'échelle mondiale. La végétation, les sols et les océans sont les principaux puits de carbone. En absorbant du CO2 grâce à la photosynthèse, les forêts jouent 3 rôles essentiels dans l'atténuation climatique. Premier rôle, c'est un rôle de réservoir du fait du stockage de carbone dans la végétation et les sols des forêts, ainsi que dans les produits bois. Le deuxième rôle, c'est un rôle de puits, puisque les stocks de carbone dans ces réservoirs augmentent, donc ça permet ainsi de retirer du CO2 de l'atmosphère. Et le troisième rôle, c'est un rôle de réduction des émissions d'origine fossile. Grâce à l'utilisation du bois, on parle alors de substitution d'autres matériaux, l'acier, le ciment, ou d'énergie, le pétrole, le gaz, davantage consommateurs ou émetteurs de carbone fossile. Et à travers ces 3 rôles, le secteur forêt-bois est stratégique pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, par sa capacité à maintenir et à augmenter les stocks de carbone en dehors de l'atmosphère, dans les forêts et les produits bois, et par sa capacité à réduire les émissions de GES d'origine fossile. Donc, justement, pour conduire la France vers la neutralité carbone, l'ADEME vient de soumettre au débat des chemins types, des scénarios établis à partir d'études scientifiques, d'études principalement de l'INRAE et de l'IGN, qui explorent différents taux de prélèvement sur l'accroissement biologique des forêts.
Alors, ces scénarios se structurent autour de la recherche de différents équilibres entre le stockage de carbone dans les écosystèmes et la récolte accrue pour substituer les matériaux et les énergies d'origine non renouvelable. Donc, pour la mobilisation du bois forestier, on a 4 scénarios qui sont proposés. On va passer directement à la slide suivante. Les graphes seront plus parlants. Donc, une rapide description des scénarios. Ici, en S1, en bleu, le scénario 1 maintient le volume global de récolte de bois constant à 52 millions de mètres cubes par an. Et comme la forêt est en expansion, sur le graphe de droite, vous voyez que la courbe, le puits de carbone forestier augmente pour atteindre 66 millions de tonnes de CO2 en 2050. Le scénario 2, en bleu foncé, maintient le taux de prélèvement par rapport à l'accroissement, autour de 60%, l'accroissement biologique. Donc là aussi, comme la surface forestière augmente, le volume de récolte de bois en valeur absolue augmente également. Il passe à 60 millions de mètres cubes en 2050. En pratique, à climat aggravé, le puits de carbone in situ diminue légèrement pour atteindre 46 millions de tonnes de CO2 en 2050. En S3, de couleur saumon, le scénario 3 propose une augmentation progressive du niveau de prélèvement avec un volume de récolte de bois qui atteint 70 millions de mètres cubes en 2050. Donc le taux de prélèvement passe à environ 80% en 2050. Les prélèvements augmentent dans les forêts de feuillus principalement, privées et communales, sur les gros bois de résineux et dans les régions méditerranéennes et montagnardes. On a vu tout à l'heure la difficulté à pouvoir le faire. Et alors pourquoi ces forêts-là? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est les plus faiblement exploitées. Et le puits de carbone forestier diminue drastiquement pour atteindre 25 millions de tonnes de CO2 en 2050. Le carbone est alors stocké massivement dans les produits bois. Et en S4, vous avez en jaune le dernier scénario, qui propose la même augmentation du niveau de prélèvement de bois que dans le scénario 3 et qui est couplé à un plan de reboisement avec des essences productives, en remplacement des forêts existantes moins productives. On parle de 500 000 hectares étalés sur les 10 premières années. Alors, le taux de prélèvement atteint environ 82% en 2050, en passant par un maxi à 95% en 2030, lié aux coupes de peuplement en place pour le reboisement. Et le volume de récolte de bois passe à 71 millions de mètres cubes en 2050 avec un pic à 75 en 2028. Le puits de carbone forestier atteint un point bas en 2030 à 16 millions de tonnes de CO2. Il faut savoir que ce scénario repose sur un pari réparateur avec la mise en place de captage et de stockage géologique de CO2, technologie actuellement non mature. Et une précision importante, c'est que dans les 4 scénarios, la récolte additionnelle est majoritairement du BIB, du bois industrie et du bois énergie, en lien avec la qualité sylvicole des peuplements les plus faiblement exploités aujourd'hui, donc une proportion additionnelle en bois d'œuvre limitée. Donc justement, comment augmenter durablement la récolte de bois à la fois pour le bois matériau et le bois énergie en prenant en compte les enjeux climatiques et environnementaux? Alors la forêt rend de multiples services écosystémiques. On en a parlé, une source de matière renouvelable, un puits de carbone, mais pas que. Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre. La forêt métropolitaine constitue un refuge de biodiversité. On y compte 73 espèces de mammifères, 120 espèces d'oiseaux, plus de 30 000 espèces d'insectes et autant de champignons. Donc, les forêts contribuent également à la conservation des sols et à la qualité des eaux. Elles ont notamment un rôle de protection contre les crues, contre l'érosion, contre les glissements de terrain. Et enfin, on en a parlé en intro, les forêts rendent également des services socio-culturels. On peut citer pêle-mêle la chasse, la randonnée, qu'elle soit pédestre, équestre, VTT, et les nombreuses activités récréatives et de bien-être que l'on peut pratiquer en forêt. Alors, une gestion forestière durable et multifonctionnelle, c'est une gestion qui préserve ces faisceaux de services. Alors, notre ambition à l'ADEME, c'est accélérer le développement des filières bois matériaux et bois énergie à haute valeur environnementale, tout en préservant l'ensemble des services écosystémiques fournis par les forêts. Alors, comment on s'y prend? D'abord en renforçant la préservation, la restauration et la résilience des forêts et en garantissant leur gestion durable. Alors, on évite le déboisement, on favorise les boisements sur des friches ou des déprises agricoles et on restaure les peuplements sinistrés. On renforce de manière conjointe la résilience des forêts face au changement climatique et leur biodiversité, et on préserve leur stock de carbone
et les dynamiques de stockage à l'œuvre, y compris dans les sols. On s'assure de la cohérence entre développement des projets énergétiques et matériaux et la disponibilité des ressources, selon le type de sylviculture souhaité par les territoires concernés, d'où l'importance de la concertation. On accompagne les propriétaires forestiers pour la mobilisation durable de bois et on favorise le regroupement de cette gestion durable. On renforce les critères de durabilité des approvisionnements des installations en bois énergie, mais aussi en bois industrie et en bois matériaux. Donc, il y a des labels qui existent pour ça, notamment les labels de gestion durable PEFC, FSC. Et enfin, on renforce l'accompagnement financier, alors via des aides publiques, des nouvelles sources de financement privées, telles que le label bas carbone, par exemple, et des bonnes pratiques de gestion forestière, tout en renforçant l'éco-conditionnalité des aides. Donc ça, c'était sur le secteur amont. Sur le secteur aval, on optimise l'utilisation du bois. Alors, on valorise, on transforme la ressource feuillue en bois d'œuvre. On a vu les défis qui nous attendent. On priorise les usages à longue durée de vie, puisqu'on stocke plus longtemps le carbone dans ces produits-là. Et on favorise l'utilisation du bois en cascade. On a parlé tout à l'heure de hiérarchie des usages du bois. On accompagne le déploiement coordonné de filières bois matériaux et énergie à haute performance environnementale, donc en améliorant les rendements matières, en faisant la promotion de l'utilisation de coproduits, la réutilisation, le recyclage, et on améliore les rendements énergétiques de nos chaufferies, la performance des appareils de chauffage individuels et la qualité des combustibles, humidité, calibrage, pour répondre en fait aux enjeux de qualité de l'air, notamment la diminution des émissions de polluants atmosphériques. Donc, pour en savoir plus, moi, je vous invite à télécharger ces deux guides. Le premier sur les bonnes pratiques de récolte du bois énergie et le second sur le carbone forestier dans les produits bois. C'est deux publications qui sont parues l'année dernière et qui sont disponibles gratuitement en version numérique et en version papier sur la librairie de l'ADEME. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Ou ici, vous avez les adresses mail de l'équipe du pôle forêt de l'ADEME. On sera un plaisir d'y répondre. Merci à tous et à toutes de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc le webinaire touche à sa fin. Comme on l'a vu, voilà, pilier de l'économie circulaire constitue un cadre d'orientation central au sein de la filière forêt-bois pour optimiser la gestion de la ressource. Et ces piliers doivent vraiment être pensés conjointement avec les enjeux de biodiversité et dans une perspective de valorisation des ressources sur les territoires, avec la notion de local que l'on a un petit peu discuté. Vous pouvez trouver du coup la publication sur le site internet de l'INEC. Vous pouvez également la scanner, le QR code qui apparaît à l'écran pour y accéder. Et comme le disait Jérémy, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire par email. Et on vous dit encore merci pour votre participation.